Bonsoir tout le monde, bonsoir Véronique. Bonsoir Eliane. Voilà, nous commençons ce soir une nouvelle série d'interviews. Ouais. Et ce soir, le thème, ça sera ta biographie amoureuse, Véronique. Oui, alors j'ai déjà de temps en temps fait des petits points sur ma vie amoureuse, mais là précisément, ce que j'ai envie de développer, tu vas le Voilà, dire. tu vas me dire en quoi ta vie amoureuse a influencé ta vision du couple et l'accompagnement de tes patients. Ouais. Je trouvais intéressant de faire un point sur comment justement ma propre biographie a pu m'aider à y voir plus clair Oui, dans ce que moi j'ai expérimenté, ce que j'ai compris et intégré, pour ensuite redistribuer des informations à partir de pas seulement de ce que j'ai appris au niveau de la fac de psycho par exemple, ou au niveau des formations que j'ai suivies tout au long de ma vie en psychothérapie, mais aussi par rapport à mes expériences. Et je trouve que mes expériences, elles ont été vraiment hyper intéressantes justement pour déduire des clés. oui. Et là, j'avais envie de vous développer 7 clés qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui d'aider mes patients et aussi de donner des conférences et de mieux accompagner, de développer des thématiques dans les conférences. Alors, tu développes dans tes conférences. Donc, tu vas nous parler de 7 clés autour de cette thématique. Et bien, nous t'écoutons pour la première clé. Alors, la première chose que j'ai repérée à partir de mes propres expériences, c'est que la relation amoureuse est un des vecteurs de réparation de notre part-enfant. C'est-à-dire que selon nos manquements de l'enfance, bien, on va chercher à se réparer. Cette part-enfant réclame réparation. Oui. Et par exemple, sur ma propre histoire, parce que après chaque histoire est vraiment singulière, mais sur ma propre histoire, c'est vrai que moi j'avais un père qui est ce que j'appelle un mensch en yiddish, qui est un homme qui assure, qui est attentionné vis-à-vis des femmes de la famille, qui est fiable, etc. Bon, après, il n'est pas parfait, mais j'avais cette vision d'un père un peu parfait, comme ça, Super papa. pilier, super papa, pilier de sécurité, etc. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie amoureuse? J'ai cherché des hommes à la hauteur, complexe d'Oedipe. Donc à la hauteur, Qui ressemblait à ce père. qui ressemblait à cette fiabilité. Et en même temps, dans ma propre histoire, j'étais en compétition avec ma sœur parce que mon père avait tendance à jouer plus avec la grande que moi j'étais la petite. Et donc j'étais comme ça un peu en compétition. Donc j'ai trouvé, comme par hasard, j'ai répété des scénarios. Et ça, c'est ce que je voudrais pointer. La première clé, c'est que la relation répare des choses de l'enfance, mais aussi répète des choses de l'enfance. Oui. Et donc moi, j'ai choisi des hommes ceux dont j'étais très éprise, c'était des hommes qui étaient plutôt en mode instable dans le sens je suis vraiment attachée, je ne te lâcherai jamais, mais en même temps j'en aime une autre ou j'en désire une autre. Voilà. Donc il y avait toujours une forme de rivalité avec une autre que moi. Donc j'étais en compétition avec une autre et je cherchais à être choisie, c'est ça que je répétais, je cherchais à être choisie. Et en même temps, ça m'intéressait ces hommes-là qui étaient je te montre que je m'intéresse vraiment à toi, et en même temps, pas tant que ça. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qui se répétait par rapport à ton enfance? Tu disais ce Et papa, ce super papa. le super, je cherchais à travers ce type d'hommes des hommes qui étaient hyper fiables, qui en même temps montraient qu'ils étaient fiables et qu'ils le faisaient par un certain côté, et qui en même temps avaient toujours un regard fuyant envers quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Donc, Ce que ça, tu as c'était connu dans vraiment... l'enfance aussi. Ah bah oui, puisque mon père était hyper fiable, ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, selon ma propre vision, ce qui n'était pas forcément vrai, parce qu'après j'ai fait un travail de thérapie, c'était idéalisé. Hein. Mais en même temps, il y avait cette rivalité avec d'autres femmes, voilà, par rapport à l'histoire avec ma sœur. Et donc j'ai choisi comme ça des hommes ça me faisait souffrir évidemment, mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas m'empêcher de sélectionner des hommes qui rejouait à la fois cet homme protecteur, ce super papa, et à la fois cette incapacité à montrer que c'était vraiment moi et moi seule. Parce que les autres qui étaient comme ça, qui étaient dans ce registre-là, qui me choisissaient que moi, pour moi, ils étaient moins intéressants. Enfin, moi, j'étais moins amoureuse, on va dire. Donc là, en conclusion, hein, sur ce premier point, c'est que
on va répéter des scénarios qui sont joués de l'enfance. Malheureusement, c'est des scénarios dont on a déjà souffert, comme ici la rivalité avec ma sœur pour le regard du père. Mais on va quand même continuer pour tenter. Parce que l'espoir de les rejouer, c'est « Ah, cette fois, je vais gagner. Peut-être que cette fois, il va vraiment me choisir. » Sauf que, bon, évidemment, c'était pas du tout gagné. Et voilà, j'ai dû faire vraiment pas mal de travail de thérapie pour me Tu l'as vu en thérapie, tout cela? Ah ben ça, oui, ça ne peut pas se faire tout seul, parce que déjà, repérer ce qui se rejoue, et repérer là-dedans la part faire le tri de ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Et de comment je peux peut-être changer mon fusil d'épaule en choisissant, même si je suis moins attirée pour jouer ce scénario d'un homme qui ne peut pas me choisir, de choisir plutôt la stabilité et de mettre mes limites, en fait. Voilà. D'accord. Donc la thérapie t'a aidé déjà dans ce premier point. Oui, pour moi, mais c'est important de dire aussi pour ceux ou celles qui rejouent des schémas à répétition et qui n'en finissent pas et qui souffrent là-dedans. Déjà, il faut voir qu'est-ce qui se répète. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se répète et qu'est-ce qu'on rejoue inlassablement. Parce que quand on dit « je suis très amoureux » et « je suis très amoureux », bah oui, on est très amoureux parce qu'on répète quelque chose. Donc ces liens d'attachement, savoir avec les théories de l'attachement. Je suis très amoureuse et très aveugle. Et très aveugle. De ce qui s'est passé dans le passé que je rejoue. Voilà. Avec la tentative désespérée de gagner ici dans mon exemple, c'est gagner l'amour du père, et ce pour moi toute seule, la première place. Et je m'arrange pour justement être toujours première, deuxième place, enfin je sais pas, enfin bon, c'est flou. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon exemple, mais ça m'a permis d'aider les personnes ou d'y voir plus clair sur ces scénarios, ces schémas de répétition, et comment on peut se distancer par rapport à ça. Comment la relation rejoue nos histoires de manquement de l'enfance. Tout à l'heure, j'avais une patiente qui disait comme ça, j'étais dans un univers complètement froid quand j'étais petite. J'étais vraiment dans le placard, enfin bon, une catastrophe quoi. Et père-mère, tout était froid. Et donc, qu'est-ce qu'elle cherche? La quête du Graal, c'est le lien. Donc, elle se sent toujours rejetée pour un oui, pour un non, parce que l'inverse du froid, c'est le chaud. Donc elle a manqué de chaud, donc elle cherche du chaud, donc du lien chaleureux. Donc elle passe sa vie à chercher ça à tel point qu'elle est tout le temps déçue, puisque ça dépend elle dépend des autres, par exemple. Un autre exemple que je vous donne. Donc la relation, c'est ici de nouveau, la relation est le vecteur de réparation des manquements de l'enfance. D'accord. C'est ça le premier point. Est-ce que tu peux nous parler du second point ? Alors le deuxième point, je vais attaquer sur la sexualité. Donc la sexualité peut être un lieu d'addiction, un lieu où on va chercher, pareil, tout ce qui nous a manqué, puisque c'est souvent, alors je ne te parle pas d'une sexualité que mécanique, mais une sexualité enveloppante, sexualité avec de la douceur, avec de la tendresse, voilà. Et donc, il peut y avoir ici, en tout cas chez moi, c'était une recherche de communion, donc vraiment une recherche de fusion, d'amour élevé, d'amour véritable, etc. Sexe, cœur et plus haut, hein. C'est ça que je cherchais, en tout cas pour ma part. Et donc, c'est pareil, ça demande un... Pourquoi je cherche ça? Après quoi je cours? Donc ça, c'était vraiment la question. Donc ça peut être la sexualité peut être un lieu refuge, un lieu de quête du Graal, et devenir un lieu d'addiction. Oui. Ou alors un lieu d'évitement, parce que ça peut être où je cherche vraiment quelque chose que je veux absolument trouver et que quand je l'ai trouvé, je veux y retourner, je veux plus le lâcher, ou ça peut être un lieu d'évitement qui est oh là là, j'ai la migraine ce soir. Bon, ça c'est plus pour les personnes qui ont été abusées ou qui ont vécu ou qui ont eu des amants qui n'étaient pas terribles. Donc c'est bon. On évite la sexualité par ce comportement, voilà. Mais la sexualité n'est rien en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Quand on dit à force d'explorer tous les angles de la sexualité, ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, si on enlève la charge qu'on met sur la sexualité, par exemple ici, je cherche dans notre société, et puis même moi, pas dans mon exemple, c'est je cherche la communion. En fait, je cherche pas la sexualité, je cherche à travers la stratégie de la sexualité épanouie, je cherche la communion. Donc je quête quelque chose. J'ai besoin de trouver quelque chose qui va me donner, qui va me nourrir à l'intérieur et qui, en général, répare les manquements de l'enfance, de nouveau. Oui, donc attente. Attente, et puis après addiction, dans le sens où je ne peux plus m'en passer, parce que si je n'ai pas cet espace-là, à quel endroit je vais le trouver ? Comment je le trouve autrement ? Et en général, les gens ne réfléchissent pas, ils ne se disent pas comment je vais le trouver autrement. Il me faut ce que j'ai goûté,
Voilà, et moi j'étais beaucoup addict à une forme de sexualité tantrique, donc élevée, etc., avec un certain type de partenaires, et pas tous. Et après, si j'avais pas, j'étais... un manque, en comme manque. une addiction, Donc, un manque de voilà. t'évader, Oui, de retoucher mais ce c'est pas Graal. mieux que d'être dans l'inverse, qui est oh la sexualité je repousse parce que je n'ai connu que des hommes maladroits ou que les hommes sont tous des prédateurs. Enfin, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Oui, les deux sont des extrêmes. Voilà, parce que l'intérêt de la sexualité, c'est qu'on est quand même dans le corporel, donc dans la sensualité. Oui. On peut être dans la génitalité aussi, mais bon, pas que. Et donc il y a quand même un intérêt. Enfin, c'est quand même intéressant d'explorer et de visiter, comme un touriste, de visiter ça, après de voir après quoi je cours. Pour moi, ce qui est intéressant, voilà, ce que j'ai vraiment à force d'explorer, c'est je cours après quoi à travers ça. Et pourquoi j'évite ou pourquoi je vais vraiment dedans, ou pourquoi j'en peux plus, quoi. C'est quoi le truc. Et la sexualité, moi je parlais de nourrir des besoins de tendresse, de sensualité, etc., et de fusion, mais il y a aussi la vitalité. Sexualité, il y a des personnes, c'est je suis tellement vivant. Il y a un côté, ça veut dire que ma vie à côté, elle est moins vivante. Tout le reste est un peu bof, quoi. Voilà. C'est comme si on désinvestissait le quotidien et on surinvestit la sexualité. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, ouais, c'est ça. Il peut y avoir la sexualité. Waouh, je vis des trucs tellement intenses, tellement extraordinaires. Et ça veut dire qu'à côté, ma cocotte, tu ne dois pas vivre des trucs vraiment. Mon quotidien est triste. Même si c'est intense, tu l'évalues comme moins intense, ou moins chouette, ou moins ceci. Moins intéressant. Moins intéressant. Voilà. Donc ça aussi, c'est un leurre et c'est un biais. Et c'est un lieu de perdition à cet endroit-là. D'accord. Donc quand je travaille sur la sexualité, par exemple ce week-end, j'animais un atelier le week-end dernier sur les fantasmes. C'était vraiment intéressant de voir que peu importe le thème du fantasme, tu peux être dans un fantasme de vouloir être dominé ou soumis, ou de vouloir dominer, ou de vouloir, par exemple, tu es une femme, tu veux être un homme, tu es un homme, tu veux être une femme. Enfin, il y a des fantasmes, il y en a dans tous les sens. Mais en fait, le fantasme, il parle simplement c'est comme le rêve. Ça parle de parties dans l'ombre, en fait, des parties inconscientes qui sont notre ombre et qui parlent que de nous, en fait, de notre histoire, de nos traumatismes, de nos répétitions familiales, des polarités manquantes. Si par exemple, tu es une femme, tu rêves de devenir un homme ou tu te rêves de dominer, c'est parce que probablement dans ta vie, tu es un peu... si tu rêves d'être dominante, c'est que tu manques de puissance, d'estime de toi, etc. Et que d'un coup, tu rêves de tenir les rênes. Inversement aussi. Et inversement aussi. Etc., etc. Donc ça parle vraiment que de nous, en fait. Donc la sexualité peut être des lieux d'exploration par rapport au fantasme. Mais si on en reste là, c'est un peu dommage, quoi. C'est bien de mettre de la lumière sur... Mais quel sens ça a, tout ça, en fait? C'est pas le centre du couple, quoi. C'est une partie à explorer intéressante. Oui, il y a beaucoup de couples qui se cimentent sur la sexualité. Malheureusement, quand c'est cimenté sur la sexualité, c'est beaucoup avec Eros. Et donc, ça veut dire que le reste, et notamment toute la partie communication, intimité, etc., est sous-investi. Et ça peut être très dommageable. Oui. Parce qu'un couple ne tient pas qu'avec la sexualité. C'est un vecteur. C'est une illusion à nouveau. Bah oui, à un moment donné, tôt ou tard, il va y avoir... des dommages à partir d'un manque de communication véritable. Voilà. Donc, je pense fondamentalement que la sexualité, c'est super, mais ça ne fait pas tout. Et qu'il vaut mieux un couple qui s'organise et qui se cimente autour d'une communication vraiment saine, profonde, authentique et non jugeante et dans l'accueil et le respect, qu'une communication qui ressemble à rien, avec une sexualité au top. Oui. Pour moi, oui. Je partage par mon expérience. Je confirme. Voilà. Et oui, et en général, effectivement, si je reviens sur moi, pour moi, comme j'avais une vie assez young, parce que je prenais beaucoup de directives, j'entreprends plein de choses, je réussis plein de choses, etc. Donc le fait d'être toujours dans... entreprendre, porter, etc., je trouvais dans les moments de sexualité épanouissants cette partie yin, en fait. C'était mon féminin que je rencontrais à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que mon féminin, il était assez peu visité dans le reste de ma vie. D'accord. Voilà. Le yin, un yin négatif pour le coup. À la fois positif dans la sexualité, parce qu'il y avait quelque chose du féminin dans la sexualité que je trouvais, mais à la fois, dans ma relation aux hommes...
c'était un yin un peu soumis, tu vois, un peu dépendante affective, etc. Donc on voit que ça c'est intéressant aussi, quand il y a une polarité dominante dans ta vie, si tu es une femme par exemple, tu as le yin et le yang, si par exemple tu es trop dans le yang dans ta vie en général, tu vas manquer de yin, de féminin, et donc ton féminin, où c'est que tu vas le trouver? Alors, ça peut être dans la sexualité comme moi, mais ça peut être aussi en étant un peu plus réceptive, plus émotionnelle, voilà, un peu plus soumise. À quel endroit? Et ça c'est le yin, le féminin négatif, pas le féminin positif. Est-ce que ça veut dire que si tu développais ton yin pratiquement essentiellement dans la sexualité, il était sous-évolué dans les autres domaines de ton quotidien et dommageable finalement au bout du compte pour ton équilibre? Tout à fait. Mais tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai aussi pas mal développé des sujets autour des polarités et que je dis souvent à mes patients, quand vous développez une polarité et qu'elle est en dominance comme ça, là c'est féminin-masculin, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être... je suis toujours en train de courir après l'amour, par exemple. Donc là, je suis dans une polarité lien, je vais chercher l'inverse. Donc l'inverse du lien, c'est la solitude, par exemple. Oui. Donc je vais toujours chercher ce qui est l'opposé de ce après quoi je cours, parce que ça me manque, en fait. On ne peut pas être que dans une polarité. Voilà. Donc il faut toujours travailler sur l'inverse de la polarité qui est la ressource. Voilà, pour l'histoire de la sexualité. Pour le point 2. Et si tu as terminé, est-ce que tu voudrais bien aborder le point 3, Véronique? Alors, c'est un peu, ça découle un peu, c'est ni trop ni trop peu. C'est dans l'attachement, il faut examiner si on se surinvestit, ou si on s'attache trop ou pas assez. Donc, bon, j'ai écrit un bouquin sur quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre, c'est sur le surattachement. Et moi, j'avais tendance comme ça à investir le lien amoureux de manière un peu moins maintenant, mais j'étais très surattachée. Tu vois, surattachée, j'étais une fan de l'histoire d'amour, et j'y allais totalement, et en plus j'utilisais les concepts d'Osho dans le tantra qui disaient allez, soyez total, plongez complètement, vivez l'instant, soyez vraiment pleinement dedans, vous verrez après, on pourra être comme ça. Mais je me suis rendu compte qu'après, pourquoi pas être total, mais à un moment donné, ça me créait un surattachement. Tu étais dans le trop, tu veux dire là? J'étais dans le trop. Et comme j'ai raconté tout à l'heure que je courais après le père, le pilier de sécurité, le super papa, le super homme, super tout, forcément, il y avait un surattachement parce qu'il y avait une quête du Graal derrière. Voilà. Et donc, du coup, c'était amusant parce qu'à la fois dans ma vie, je déploie beaucoup la polarité yang. J'ai dit, j'entreprends plein de choses. Et à la fois, dans la vie amoureuse, je cherchais l'homme protecteur, l'homme fort, l'homme charismatique, l'homme brillant, l'homme qui va m'emmener, me transporter, etc. Donc, c'était là où il y avait la faille, en fait. C'est là où il y avait la partie yin, mais... la toute petite Véronique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Qui ne se sent pas compétente. Donc ce surattachement. Et qui était devant un grand homme devant elle. Et plus il était grand, et plus tu étais petite, peut-être. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on fait tous, hein, plus ou moins. Donc c'est voir comment, quand il y a un surattachement, un surinvestissement, parce qu'il y a une représentation, que l'autre, il doit nous combler, il va nous sécuriser, me combler, m'élever, me faire évoluer. Enfin, bon, forcément, il va défaillir, parce qu'il ne va pas pouvoir rester aussi haut, l'autre, ça ne va pas être possible, c'est ça? Ah non, il ne pouvait pas tenir la posture. Pas possible. Et puis, de toute façon, cette vision crée la dépendance. Oui. Donc, du coup, je me retrouvais dépendante, ça n'avait aucun intérêt. Et dans les illusions. Mais complètement dans les illusions, mais je donnais le pouvoir à l'homme. Mais c'était intéressant, parce que je ne pouvais pas faire autrement que d'en passer par là. Je donnais le pouvoir à l'homme. Tout en... Oui, mais dans les époques où j'étais dedans, je ne le voyais pas du tout. Oui. Je pensais vraiment que j'avais le pouvoir. C'était complètement dans le déni. Donc j'ai beaucoup travaillé par la suite dans les développements théoriques que j'ai fait sur le déni. Comment je ne me rends même pas compte que je délègue le pouvoir à l'homme ou que je suis surattachée. Moi, j'arrêtais pas de dire, mais non, je suis indépendante, moi, je reste chez moi et chez lui. Enfin bon, j'arrêtais pas de dire que j'étais indépendante, et surtout pas moi, mais je voyais pas du tout combien je pouvais reproduire ces histoires de l'enfance, d'idéalisation et de surattachement. Donc j'ai fait des dénis incroyables,
Mais c'est l'expérience qui m'a pointé ça, en fait. Qui t'a permis de pouvoir exprimer tout ça en conférence et d'éclaircir des points pour certaines personnes. Exactement. Donc voilà, donc s'attacher ni trop ni trop peu. Bon, moi, j'ai jamais été dans l'évitement d'attachement, vraiment. Je me suis jamais dit, oh là là, c'est tellement galère de s'attacher que je vais arrêter l'attachement et je vais éviter. Ça peut me passer par la tête de temps en temps, mais j'ai quand même l'idée que le lien, ça peut être quand même chouette de vivre en lien, sain, si tant est que c'est possible d'en trouver. Mais je pense que plus on travaille sur soi, plus on peut quand même gagner en sécurité intérieure et relationner avec des personnes aussi, ou les amener à être dans des liens plus sains. Voilà. Donc c'est toujours le troisième, on est sur le troisième, c'est ni trop ni trop peu. Ni trop d'attachement, où je passe mon temps à privilégier, à mettre la relation au centre, ni trop peu, où je désinvestis carrément le lien et je me dis, bon, allez, je fais solo. Vaut mieux que je sois seule. Mieux être seule que mal accompagnée, j'en reste là, et je suis sûre et convaincue que c'est mieux, parce que tous les points de vue sont relatifs. Et donc, non, c'est pas plus vrai que d'être complètement, je cherche l'amour, et toute ma vie, je vais chercher l'amour. C'est pas la bonne personne, où est la bonne personne? Parce que moi, j'ai fait ça pendant des années. Je cherchais toujours, comme beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait des ateliers, des stages sur... enfin l'amour, je vais trouver enfin une belle histoire d'amour, quand le prochain. À un moment donné... L'équilibre n'est pas dans ces deux extrêmes à nouveau. Ni trop ni trop peu. Voilà. La relation ne doit pas être au centre, et en même temps, pourquoi pas une belle relation, parce que c'est vrai qu'on peut on peut partager, ça peut être très riche en même temps la relation. Riche en apprentissage de connaissance de soi aussi. Aussi, oui. Manière de se rencontrer soi, de rencontrer des parts de nous qu'on ne rencontre pas si on n'est pas en lien avec quelqu'un. Donc c'est bien aussi de se confronter à l'autre et de s'enrichir de l'autre. Ça permet l'évolution. Et puis l'autre pose un regard sur nous, donc il nous fait nous sentir exister. Bon, mais tout ça de manière plus saine que la grande solitude. Que névrotique. Voilà. Ça, c'est... Voilà pour le point 3. Est-ce que tu vas maintenant nous parler du point 4 ? Oui, alors pour moi, d'ailleurs c'est quelque chose qui se dégage de moi, c'est le côté amoral. C'est-à-dire, et c'est ce que je vous conseille d'explorer la relation, je parle bien du mot d'exploration, sans jugement moral. Plus on a des jugements, des prétentions de savoir que, par exemple... je sais pas, la sexualité, dominant, soumis, c'est mal. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait penser. Enfin, tu vois, qu'on a des jugements. Peut y avoir un grand écartage ou pas d'écartage, voilà, ou par exemple, de culture. Ou de culture. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Voilà. Plein de jugements sur comment on doit se comporter. Oui, on doit se marier à tel âge et faire des enfants. Être dans le même sexe. Voilà. Le sexe opposé. Le sexe opposé, l'hétérosexualité. Ou être que fidèle et exclusif ou non exclusif. Au contraire, non exclusif. Voilà. Quand on a des a priori, avec une certaine rigidité, on a des jugements moraux et on est complètement rigidifié, fixé sur notre point de vue. Et on ferme à l'exploration. Et moi, ce que j'ai toujours, et toujours encore maintenant, toujours eu, c'était l'esprit de curiosité, mais on ne peut avoir l'esprit de curiosité, c'est-à-dire l'esprit d'aller explorer sans jugement, si et seulement si, à l'intérieur, tu n'as pas peur. Si tu as vraiment vécu un passé où ça a été très douloureux et que tu ne cherches qu'une chose, c'est qu'à te mettre en sécurité, tu ne vas pas pouvoir explorer grand-chose. Non. Et donc, tu vas avoir des jugements et des a priori. Et, bon, moi, pour te protéger quelque part. Pour te protéger, bien sûr. Et donc, moi, ça n'a pas été mon truc. J'ai quand même eu une enfance assez avec des parents sécures, c'était super adorable et tout. Donc, j'ai quand même pu, du coup, beaucoup explorer la relation, mais dans tous les sens du terme. Je suis toujours d'ailleurs une grande exploratrice parce que j'ai à l'intérieur de moi une sécurité et puis parce que du coup j'ai jamais eu l'envie d'être dogmatique et d'affirmer mon point de vue comme étant vrai et absolu. Oui, tu n'es pas dans le jugement moral, et pas du tout dans le jugement moral, encore moins dans le jugement moral de la société qui dit oui, alors là, ça vraiment, les femmes qui ont plein d'amants, c'est une catastrophe, les femmes qui fantasment, les hommes qui fantasment, les hommes qui, oh là là, enfin, je ne sais pas quoi. Non, qu'est-ce qui se révèle derrière, qu'est-ce qui se cache derrière?
Plutôt ça, c'est plutôt qu'est-ce qui se joue derrière tout ça. Mais voilà, explorer sans a priori, c'est vraiment être libre. Il y a une grande liberté à pouvoir explorer, et ça, c'est ce que j'aimerais diffuser, c'est d'oser explorer à partir d'un endroit où on se sent en sécurité avec soi, et peut-être de s'entourer de personnes avec qui on est en confiance. Mais explorer, c'est mieux que d'avoir des points de vue complètement fermés, en disant « Ah oui, non, mais ça, c'est pas possible, c'est complètement nul, les libertins, je sais pas quoi, les homos, les ceci, les cela. Les étrangers, bon, enfin bref. Les différents. » Ouais, voilà. Donc... Et est-ce que, Véronique, j'ai envie de te demander, est-ce que ça ne revient pas ramener ça à nouveau à l'enfance? Est-ce que l'enfant qu'on a permis d'explorer va pouvoir plus ou moins toute sa vie oser explorer? Et l'enfant qu'on n'a pas permis d'explorer, il va peut-être falloir qu'il trouve d'autres chemins pour apprendre l'exploration? C'est souvent vrai. Si tu as eu affaire à une mère surprotectrice ou un père surprotecteur, ça va faire soit j'ai peur d'explorer, soit au contraire, puisqu'on m'a pas tendu la perche, alors je vais explorer, l'enfant rebelle. Puisque voilà, maintenant j'explorerai quand je serai grande. Enfin, c'était plutôt mon cas. Et voilà, mais bon, peu importe, à la limite, ce qui est important dans ce que je veux diffuser ici, c'est vraiment... la moralité. La moralité, l'adogmatisme, si vous pouvez être adogmatique. Sortir de cette morale jugeante et enfermante. C'est ça. Très enfermante. C'est ça, exactement. Après ce point 4, le point 5, si tu veux bien. Pour moi, la relation est une voie d'évolution. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, on se rencontre soi à travers l'autre. Et puis, ça peut être une voie donc, de compréhension de nous-mêmes, de voir notre fonctionnement, nos conditionnements, nos fonctionnements, puis petit à petit de les accueillir avec bienveillance, si on ne peut pas les changer. Donc, c'est une voie où on peut... opérer des changements, des glissements vers quelque chose de plus épanouissant, si tant est qu'on se connaît mieux et qu'on se comprend mieux soi-même. Et puis, ça peut être aussi une voie vers un chemin spirituel. Oui. Parce que la relation peut être aussi source de fusion mystique, d'élévation, et de rencontres avec quelque chose qui nous dépasse, en fait, et qui nous sort de notre ego, de notre petit moi. Alors ça, c'est une potentialité, c'est pas toujours vécu, mais c'est une possibilité. Et à la fois, je dirais, moi, pour l'avoir vécu à la fois en relation, dans des moments vraiment, pas tout le temps, mais à certains moments, dans certaines séquences de ma vie, j'avais vraiment accès à quelque chose de la dissolution du moi, où il y avait vraiment quelque chose je touchais quelque chose qui me dépassait, de plus grand. Je l'ai touché aussi beaucoup dans la solitude. Donc, il ne faut pas s'en arrêter. Cette même sensation, tu l'as touchée aussi dans la solitude. Je pense que c'est important d'élargir les stratégies. C'est-à-dire la mystique, la voie mystique, on peut la trouver à travers la relation, mais pas que. Mais pas que. On peut la trouver. Je pense qu'il faut aussi le trouver dans la solitude, qui est une voie plus ascétique. Mais parce que sinon, de nouveau, moi, dans éviter mon histoire... l'enfermement, à nouveau. C'est ça. Bah oui, moi, ça me crée une addiction à la relation. Puisque la porte du mystique était vécue par la relation amoureuse. Addiction à la relation ou addiction à la solitude aussi, si je trouve que ces effets-là, quand je suis seule. Oui, ça peut être... Mais bon... oui, et la crainte de la relation. Je n'ai plus besoin... Oui, ça peut être l'évitement. Ça peut être si l'évitement. Si je trouve quelque chose qui me surélève quand je suis seule. Oui, ou qui me comble vraiment. C'est-à-dire, c'est plutôt rare parce que moi, toute ma clientèle, elle est orientée sur je vais chercher le lien. Je ne vais pas chercher, je vais fuir la solitude. C'est rare les gens qui ont... Déjà, il faut arriver à cette porte qui est la porte de la complétude par la solitude. C'est pas commun. Non. Mais c'est vrai qu'une fois... moi, c'est un peu mon cas maintenant. Une fois que je le touche, je me dis la relation, c'est pas à n'importe quel prix. Mais pourquoi pas la relation quand même, tu vois ? Parce que sinon, c'est encore un enfermement en disant moi, je vais éviter le lien parce que je suis tellement bien dans la solitude et que je peux toucher l'élévation, la mystique, la complétude. Alors, j'ai plus besoin, voilà. Puis de toute façon, on peut jamais être dans la complétude à 300% du matin au soir. Donc ça n'existe nulle part.
Donc il ne faut pas se leurrer et se raconter des conneries parce que ça s'appelle l'ego spirituel. D'accord. Et puis le lien, c'est ce dont on a besoin, c'est une des bases. Ben oui, être en lien, être en entraide, être en empathie, on l'a dit, c'est quand même une base. Nous sommes des animaux sociaux. Exact, très juste. Après ce point 5, est-ce que tu veux bien développer le point 6 ? Oui, mais j'en ai un peu parlé, mais je voudrais vraiment approfondir, c'est vraiment se connaître. Connaître son profil de personnalité, avoir des repères sur soi. Et plus j'apprends à me connaître, plus je vais être libre en fait. Oui. Parce que je peux faire un pas de côté pour me dire, bon, je continue comme ça ou je continue pas comme ça. C'est pour ça que j'ai travaillé sur les profils, que ce soit dans l'énéagramme, que ce soit dans le bouquin que j'ai écrit. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de travail de thérapie sur moi parce que ça m'intéressait de me connaître. Oui. Mais pourquoi me connaître ? Pour éviter de rejouer tout le temps la même chose. Et puis, pour avoir des options plus larges, pour élargir mes options. Je fais différent. Une fois que je me connais mieux, je me cerne. Donc, je sais que j'ai des attachements. Par exemple, moi, je peux avoir des attachements dans mon profil de personnalité au plaisir ou à la gourmandise dans mon profil. À sauter un peu sur tout ce qui bouge et tout ce qui, me crée des papillons. Donc, moi, ce qui me fait du bien, c'est la modération, la tempérance, me poser, etc. Parce que mon profil de personnalité me mène à ça. Et puis, un autre point aussi, dans ma caractéristique personnelle, dans mon profil, je peux avoir tendance à partir vers partir vers le monde extérieur, à fuir la solitude, voilà, à aimer faire, à moins être dans l'intériorisation, enfin, des choses comme ça. Donc, sachant cela, hop, je peux aller vers l'inverse. Donc, te repérer, te connaître, savoir que tu as des tendances, des préférences à ça, à ci, toujours, on travaille sur le jeu des polarités, inversées. Si j'ai une préférence, je ne sais pas, toi, par exemple, ce que je sais de toi, c'est que dans ton profil, tu as tendance à être plutôt perfectionniste. Oui. Donc, ce qui va t'agrandir ton espace de liberté, c'est d'atténuer le perfectionnisme. Dans le plus léger. Le plus léger. Voir tout ce qui va bien à la vie, tout ce qui est positif. Voilà, d'être moins attaché aux détails, mais au global. Voilà. Donc, c'est de prendre de la distance avec notre fonctionnement, en fait, quand c'est possible. Voilà. Et sinon, Inch'Allah, toujours pour éviter cet enfermement dans Ou alors, on s'accepte comme on est. C'est-à-dire, à un moment, on n'a pas de levier, on se prend comme on est et on arrête de se faire la guerre avec soi. Mais en se connaissant, on peut faire ce choix-là aussi, de s'accepter ou sortir de ça et grandir un peu plus. Voilà, exactement. D'où l'intérêt de continuer sans cesse à mieux se connaître, à mieux se cerner. Alors, il y a des personnes qui me disent, oui, mais vous faites de la thérapie, ça va durer combien de temps ? En fait, ça pourrait aller à l'infini. On pourrait ne jamais en avoir terminé avec ça. De décennie en décennie, oui. Donc, il y a des périodes. Moi, j'ai fait des thérapies par séquence. Des fois, j'ai fait 2-3 ans, puis après, j'arrêtais, puis après, j'ai fait 5 ans, puis après, j'arrêtais, puis après, j'ai repris. J'ai fait voilà. Mais je trouve que c'est vraiment toujours intéressant d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui nous aide à clarifier, parce que nous-mêmes, on ne peut pas, nous-mêmes. C'est juste impossible. On ne voit pas clair. Non, c'est impossible de discerner soi-même tout seul. Tout à fait. Pas possible. Et pour terminer, si tu veux bien, ces 7 points, on arrive au dernier, au 7e. C'est de voir les endroits de fascination, d'idéalisation qui vont créer un surattachement, ou les endroits de défascination. Parce que là, ça c'est des voies d'illusion en fait. Soit je suis fascinée, comme moi par exemple, par quelqu'un qui est hyper... j'aime bien les mystiques moi, donc c'est des brillants, des hommes brillants intellectuellement, des sensibles, qui ont des beaux discours, enfin voilà, qui intellectuellement... bref, voilà, ça c'est mon style d'homme. Et par ailleurs, je vais être défascinée, je vais trouver inintéressant et je vais dévaluer ceux qui sont... pas assez intéressés par la psychologie, par exemple. Je vais les dévaluer. Donc, c'est une espèce d'espace de fascination, c'est malsain. Et puis, c'est enfermant. Parce que si tu dévalues tous les autres, tu peux toujours rester, tu es obligé de rester dans ces choix-là qui ne sont pas bons pour toi. Oui, tout à fait. Et donc, la vie m'a amenée à regarder ça de plus près et à me défasciner. Parce que la fascination, c'est l'état amoureux. Il faudrait que vous vous posiez la question,
à quel endroit vous êtes vous-même fasciné par un tel et un tel ou par tel type de profil. Et ça parle de quoi? Parce que ça parle souvent de votre enfance, machin, je suis fascinée par ce type d'homme. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui fait que je fascine comme ça, ou l'inverse. Oui, défasciner. Est-ce que ça peut être du rejet aussi, la défascination, bah oui, par des hommes qui pourraient être intéressants pour nous, et qu'on est persuadé que non, ça, s'il n'a pas ça et s'il a ça, ça ne va pas aller. Oui, par exemple, il a un gros ventre, c'est même pas la peine, non, je peux surtout pas. Alors, on n'est pas obligé de se changer, c'est-à-dire de changer le point de vue. On peut se dire, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, c'est presque plus fort que soi. Non, par exemple, sur un truc comme ça, il a un gros ventre, je ne peux pas supporter. C'est pas grave, d'ailleurs, c'est moi, j'aime pas non plus. Mais ceci dit, ça c'est la défascination. Mais ceci dit, moi ça me fait penser à un ami qui est tout le temps en train de dire il me faut une sportive. Ouais, c'est du même ordre. Sinon je peux pas, comme ça. Je peux pas. C'est juste pas possible. Donc c'est un peu excessif. Est-ce qu'il y a moyen d'atténuer? Oui, c'est enfermant. Parce que du coup, tu passes à côté d'autres personnes. Avec qui tu pourrais cheminer, mais pas sportif. Par exemple, si c'est sur l'aspect physique, moi c'était pas tant sur, c'était pas le truc, c'était plutôt brillant, spirituel, intelligent. Donc quelqu'un d'ordinaire ne peut pas t'intéresser, grosso modo, en clair, dans ce schéma-là, si tu t'en sors pas. Voilà, c'est ça. Et donc il m'a été demandé aujourd'hui de revoir, pas à la baisse, mais de revoir que les personnes plus ordinaires, enfin qui ça pète moins en mode d'image, peuvent être tout autant intéressantes. Mais il y a moins dans l'image de vouloir briller, de vouloir plaire. Et c'est intéressant de voir que, en fait, mon père était un homme qui avait du charisme, etc. Donc, qu'est-ce qui se rejoue quand je suis fascinée? Et c'est souvent soit ce dont j'ai manqué, soit ce que j'ai croisé. Voilà. Je suis un peu hypnotisée et je ne suis plus dans la réalité. Mais oui, et en plus, c'est ça qui crée l'état amoureux. L'état amoureux, il est créé sur l'état de fascination, tout le temps. D'accord. Voilà. Bon. Ben, en conclusion, Véronique, y a-t-il un message que tu voudrais passer à tes auditeurs? Oui, en gros, faites comme moi, regardez votre biographie amoureuse. Ça pourrait être pas mal de faire une petite introspection de votre propre vie amoureuse, de voir qu'est-ce que vous avez compris de ça, voilà, sur les théories de l'attachement, sur les conclusions que vous en avez faites par rapport à vous, par rapport au monde, pas que par rapport à la relation, par rapport à votre vision du monde. Et comment vous pouvez aussi, à votre tour, clarifier, aider ou transmettre, un peu comme moi, ce que vous avez compris à travers vos propres expériences. Voilà. Vos lectures aussi. Alors après, moi, je me suis toujours enrichie de mes lectures, de ce que j'écoute, de ce que j'apprends, mais aussi par l'expérience. S'observer soi. Oui, exactement. Et ça peut permettre d'apprendre à mieux s'aimer aussi. Tout à fait. Pour pouvoir mieux être disposé peut-être à aimer un autre. Eh oui. Eh ben, merci à vous et puis à une prochaine interview. Et à bientôt peut-être.